Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast de hockey sur demande sur les ondes d'Être Chemin et Télé, édition du 16 février 2026. On est présentement dans les Jeux olympiques et on va en parler d'ailleurs dans le podcast, un peu des nouvelles gravitant de tout ça. Mais premièrement, la question la plus importante du podcast, comment ça va Stéphane? Ça va super bien, Max. Toi, comment ça va? C'est la deuxième question la plus importante. Comment toi, tu vas? Moi, ça va super bien. Écoute, un peu déçu de qu'est-ce qu'on a assisté aujourd'hui là, au hockey féminin, mais ça va revenir dans quelques instants là-dessus. Là. Ça a été quelque chose, disons. Mais sinon, très hâte que ça commence du côté des hommes. Là, si je ne me trompe pas, là, c'est le 12. Là, évidemment, au moment où on enregistre, on est le 10 février actuellement. Donc, quand vous allez regarder le podcast, il va déjà avoir eu du hockey au niveau masculin. Mais là, présentement, on n'en a pas. Fait qu'on ne peut pas vraiment spéculer sur quoi que ce soit. Mais sinon, Stéphane, évidemment, le programme d'aujourd'hui, comme j'ai dit, on va quand même pas mal parler des Olympiques parce qu'il y a vraiment des sujets, là, autant le Canada et les États-Unis, entre autres, là, qui ont fait l'actualité là, dernièrement. Donc, on va en discuter, bien évidemment, autant du côté des hommes que du côté des femmes. Mais avant tout, je veux qu'on mette de l'avant là, nos équipes régionales en début de podcast pour être sûr qu'on ne soit pas à la presse à la fin et qu'on ne réussisse pas à parler de certaines équipes parce que j'en ai quand même plusieurs. Puis en plus, c'est la fin de la saison pour quelques équipes. Donc, je vais faire un portrait global de qu'est-ce qui s'en vient et tout ça. Donc, Stéphane, es-tu prêt? Je suis toujours prêt. Attache ta tuque, on passe ça. Et pour la première fois depuis quelques ans, d'habitude, je commence tout le temps avec le Kraken, mais là, on va attendre un petit peu du côté du Kraken. On va laisser mijoter ça. On va commencer avec le Perfection Auto Beauce-et-Chemin parce qu'on connaît vraiment une grosse saison du côté du Perfection Auto. On avait 2 matchs lors du dernier week-end. On avait le vendredi 6 février dernier qu'on jouait contre l'abattoir Clich d'East Broughton. Ça a été une victoire de 6-1, donc une victoire quand même assez convaincante là, du côté du Perfection Auto. Le joueur qui s'est vraiment illustré dans cette rencontre-là, c'est Mathias Cloutier avec 2 buts, 2 passes, mais il y a quelques autres joueurs également qui ont bien fait. Là, Zachary Jolin qui a terminé avec 3 points, donc 3 passes. Anthony Blouin, même chose, là, 3 points avec 2 buts et 1 passe. La victoire là, qui va au dossier là, du gardien Alexandre Bédard qui a cédé seulement à une seule reprise dans le match. Et c'est Caleb Poulin du côté d'East Broughton qui a été l'unique marqueur. C'était le seul à le déjouer dans cette rencontre-là. Et dès le lendemain, on avait un deuxième match aussi en 2 jours. Et cette fois-ci, on jouait contre le garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem. Et ça a été une autre victoire là, du côté du Perfection Auto par la marque de 3-1. Et du côté de Zachary Jolin a participé aux 3 points des siens, là, 2 buts et 1 passe. Donc, tout un week-end là, pour lui, là, 6 points en 2 matchs quand même. Là, ça va très bien là, pour lui. Et l'autre but là, du côté du Perfection Auto qui appartient à Félix-Antoine Labbé. 2 passes également pour Jacob Bolduc. Donc, quand même quelques joueurs là, qui se sont illustrés dans cette rencontre-là. Et cette fois-ci, la victoire qui va à l'affiche de Gabriel Maheu, qui a été élu, en fait, là, l'unique marqueur du côté de Saint-Éphrem, ça a été Jérémy Poulin. Donc, c'était le seul là, à résoudre l'énigme Gabriel Maheu. Sinon, grosso modo, si on regarde le portrait global là, du côté du Perfection Auto, on est présentement là, au 2e rang à travers toute la ligue là, avec une belle fiche de 16 victoires, 6 défaites et une autre en bris d'égalité. La seule équipe qui fait mieux qu'eux, c'est Saint-Victor là, qui, eux, ont un dossier de 15 victoires, 4 défaites et 4 autres en bris d'égalité. Il y a seulement 2 points là, qui séparent les 2 équipes, donc ça sera une course à finir pour la fin de la saison. Sinon, ben, tantôt, je parlais de Zachary Jolin, que ça allait super bien ces choses, mais ça va tellement bien, Stéphane, que c'est le meilleur pointeur de la Ligue actuellement, avec 41 points, là, 20 buts, 21 passes. Donc, quand même, très, très, très belle saison du côté de Zachary. Sinon, également, Félix-Antoine Labbé, là, qui fait partie du top 10 aussi au niveau des meilleurs pointeurs, là, avec 15 buts, 19 passes, 34 points en 23 rencontres. Prochain match, le match de l'amour, parce que ce sera du côté de la Saint-Valentin. Je ne sais pas s'il y a de l'amour entre eux et Lac-Mégantic, mais c'est ces 2 équipes-là qui vont croiser le fer ce soir-là. D'ailleurs, il s'agit du dernier match de la saison régulière. Donc, belle façon de terminer ça à la Saint-Valentin avant le début des séries éliminatoires. Donc, si vous n'avez rien à faire, si vous êtes célibataire ou si votre conjoint aime le hockey et que vous êtes dans les environs, eh bien, allez faire un petit tour là-bas là, pour aller encourager le Perfection Auto. Très belle saison de leur côté. Sinon, du côté du hockey custom performance, on avait un seul match à se mettre sous la dent la semaine dernière. C'était contre le SVC de Beauceville. C'était samedi dernier. Et ça a été une victoire de 4-3. Match très serré entre les 2 équipes. Et Tristan Bisson, là, qui a été élu le joueur du match à l'interne là,
par l'équipe. Ils ont tout le temps un joueur du match là, qu'ils nomment là, sur leur statut Facebook. Là, et c'est lui qui a été l'heureux élu pour cette rencontre-là. Malheureusement, cette ligue-là, les statistiques et les classements, tout ça, en tout cas, s'il y a quelqu'un du côté du hockey custom performance qui peuvent me contacter en privé ou peu importe, pour me donner un lien où on peut suivre le classement, les statistiques, ça serait bien plaisant parce que du côté de Sportle, malheureusement, il n'y a pas de statistiques et de classement, là, du moins pour cette ligue-là. Donc, je me fie un petit peu là, à leur statut Facebook pour voir un peu qu'est-ce qui se passe de leur côté. Mais s'il y a quelqu'un qui peut me donner des stats, peu importe, là, trouvez-moi sur Facebook, Maxime Duquette, envoyez-moi ça en privé. Ça va me faire plaisir de parler de qu'est-ce qui se passe de votre côté. Mais malheureusement, côté performance, à part me fier sur vos statuts Facebook, je ne peux pas vraiment mentionner là, les statistiques précisément, qu'est-ce qui s'est passé. Mais victoire pour eux autres la semaine dernière. Donc, félicitations au Hockey Custom Performance qui, eux aussi, d'ailleurs, vont jouer contre Lac Mégantic le vendredi prochain. Donc, ça semble être une thématique là, de ce week-end-là de jouer contre Lac Mégantic. Sinon, si on se transporte du côté de la Ligue M25 maintenant, du côté du Bellé Construction, on a joué un seul match et c'était samedi dernier face au SPP Metal Tech et ça a été une défaite en prolongation par la marque de 4-3, donc une défaite crève-cœur. But gagnant qui a été inscrit là, par Xavier Tardif. Sinon, du côté du Bellé Construction, les marqueurs ont été Albert Jolin, Simon-Olivier Tanguay et Olivier Bouchard. La défaite qui va au dossier de Clément Marois. Prochain match, eux aussi, c'est du côté de la Saint-Valentin, le 14 février, face à Beauce-Centre, sera lieu à l'Aréna Simon-Nollet du côté de la Quête-Chemin. Pour faire un petit portrait là, des deux équipes, Beauce-Centre qui affiche un dossier de 3-10-1, alors que le Bellé Construction lui affiche un dossier de 7 victoires, 3 défaites et 4 autres en bris d'égalité. Donc, sur papier, le Bellé Construction devrait avoir avantage sur Beauce-Centre. Mais Stéphane, tu le sais, tu as gravité dans le monde du hockey toi aussi. Il y a une différence des fois entre sur papier et qu'est-ce qui se passe sur la glace, malheureusement. Donc, il ne faut pas les prendre à la légère, Beauce-Centre, du côté jamais du Bellé Construction. Sinon, du côté, justement, de cette formation-là, le meilleur pointeur est Olivier Bouchard avec 13 buts 6 passes en 13 matchs, ce qui est bon pour le 19e rang du circuit en entier. Donc, cette fin de semaine, si vous êtes du côté de la Quête-Chemin, eh bien, allez faire un petit tour à l'Aréna, Simon Nollet, pour voir ce duel-là. Et là, Stéphane, c'est le moment de parler du Kraken. Le monde au talent local, let's go! Et là, Kraken, Stéphane, ben, c'est une autre victoire. Ils ont signé vendredi dernier. En feu! Contre Saint-Lazare, sont en feu. Victoire de 3-1. Ça a été plus serré. Ça n'a pas été un match là, où on a vraiment là, pulvérisé l'autre équipe. Là. Ça a été un match à bas pointage. Les marqueurs qui ont été Maxime Fortier, William Maillet et Benjamin Rodrigue. La victoire qui va au dossier de David Bélanger. Prochain match qui aura lieu le 13 février contre Sainte-Claire. Évidemment, là, je vous dis toutes ces dates-là, mais lorsque vous allez voir le podcast, comme je le dis souvent, les matchs ont été disputés, mais inquiétez-vous pas, on va revenir à la semaine suivante là, pour en parler. Et exact. C'est un gros match, Stéphane, qui attend le Kraken le 13 février parce qu'on joue contre qui? Contre Sainte-Claire, qui sont au 2e rang et seulement 2 points séparent les deux équipes. Je vous rappelle que le Kraken est premier au classement général dans la Ligue Hockey Appalaches de la Voie du Sud. Mais là, Sainte-Claire, avec une victoire, si on réussit à battre le Kraken, ben, on rattraperait le Kraken. Et si je ne me trompe pas, en plus, Sainte-Claire qui ont un match en main aussi sur le Kraken. Donc, tu sais, les fameux matchs de 4 points, là, ben, ça en est un là, pour Sainte-Claire là, dans cette rencontre-là. Match qui aura lieu, évidemment, comme ce fut le cas pour toutes les rencontres, à l'Aréna régionale J.A. Métivier. Match qui aura lieu à 21h15. Donc, encore une fois, si vous n'avez rien à faire vendredi soir, gros match. Kraken, grosse saison cette année, là, bonne première saison dans cette ligue-là. Donc, allez les encourager. Et d'ailleurs, Stéphane, tu as gagné un concours du Kraken. Écoute, sous toute attente, je m'attendais pas à ça pantoute. Écoute, Max, c'est ce qui est le plus drôle, puis je vais conter une anecdote. Quand Éric Pouliot, là, qui est probablement l'organisateur ou le capitaine de l'équipe, m'a tiré sur les réseaux sociaux, je m'avais tagué dessus, je pense, tout puis lui, puis je l'avais pas vu avant. Fait que je m'envoie sur les réseaux sociaux, puis je vois que je suis tagué par Éric, puis je suis comme, pourquoi qu'il me tague? Puis là, je check la vidéo, puis je gagne, je trouve ça très drôle. Je tape sur Google concours d'habileté du Canadien, puis ça me donne 23 février. Là, je t'ai foncé un lundi, ça marche pas cette affaire-là. Mais le 23 février, je pars en Arizona avec ma job pour mon meeting de gérant. Là, je capotais. Je regarde ma job. Non! T'es pas sérieuse, là. Je pensais pas gagner. Je gagne 6 billets. Je pourrais pas y aller. Mais finalement, si tu attends, j'attends les billets. On se donne les billets dans la soirée. Merci d'ailleurs à Éric Pouliot et l'organisation du Kraken. Mes gars sont super contents. Je vais inviter mon chum et son enfant aussi. Là. Fait que, en fait, le goaler de Travis.
Donc, il était vraiment, vraiment, vraiment content. Puis, écoute, ça a juste à donner comme ça, mais je remarque que c'est le 22, là, je fais ouf. Fait que là, au moins, je vais pouvoir aller voir le concours d'habileté. Écoute, encore merci à l'organisation du Kraken. C'est que là, tu vas voir ça, après ça, tu lèves les feuilles pour l'Arizona, je comprends. 3h15 du matin, lundi matin, on va être à l'aéroport. Donc, let's go! Ouais, en fait, pour ceux qui n'avaient pas vu, le Kraken avait organisé un concours justement là, pour. En fait, c'était 6 billets, si je ne me trompe pas. C'était bien 6 billets. Ouais. Pour aller voir le concours d'habileté du Canadien là, qu'ils font annuellement. Et c'est Stéphane. Et je vous le jure que c'était pas arrangé avec le gars des vues. Je vous le jure. Je vous le dis. Ça regarde mal, mais c'est pas arrangé avec le gars des vues. On l'a vu, la roulette. Oui, parce qu'il a fait de tirage en direct aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Là, donc, en pleine chaleur, encore plein de sueur après sa game. Donc, non, c'était vraiment cool pour vrai. Puis, c'est hâte de voir ça, des équipes comme ça. Il ne faut pas oublier, hein, c'est pas du pro, là. Ça reste des ligues quand même plus organisées, mais bravo Kraken, bravo Eric Pouliot et sa gang. Pour vrai, c'est vraiment content d'avoir ce prix-là. Puis c'est le fun de voir qu'ils ont la chance de faire ça avec des commentaires qu'ils ont. Là. Félicitations. Et d'ailleurs, le Kraken, là, si je ne me trompe pas, il leur reste encore 2 ou 3 matchs, là, mais on va essayer de les avoir là, pour le début des séries, là, pour qu'ils puissent nous faire une petite mise à jour. On les avait reçus en début de saison, mais là, écoute, quelle saison qu'ils ont connue. Là, donc, il faut leur parler de tout ça, là, pas le choix. Donc, si les gens du Kraken nous écoutent. Comment? Depuis qu'on les a mis dans le podcast, là, quoi, ça fait déjà 3 mois, là, je pense qu'ils ont juste 2 défaites depuis ce temps-là. C'est un peu de notre faute, finalement, quand on regarde ça. C'est pas de notre faute, c'est à cause de nous. C'est pas pareil. C'est à cause de nous qu'ils ont juste 2 défaites. On va se donner du criser un peu. Ben non, sans blague, si les gars du Kraken écoutent le podcast actuellement, ben on vous lance déjà l'invitation. Sinon, on va le faire en privé là, pour vous inviter là, sur le pod pour venir nous parler de cette très belle saison-là. Et on termine ça avec les Hunters de Saint-Prosper du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud. Un match à se mettre sous la dent la semaine dernière, c'était le 6 février contre Saint-Joseph. Et j'avais vendu un petit peu que ça allait peut-être un match. Tu sais, c'est peut-être des bonnes rivalités, les matchs de la Beauce, mais ça a été tranquille, par exemple. Honnêtement, je pense que c'était l'autre d'avant qui avait eu des minutes de pénalité distribuées de façon généreuse. Mais là, ça a été plus tranquille entre les deux équipes. Et ça a été une défaite, malheureusement, du côté des Hunters par la marque de 4-2. On a accordé 3 buts en première période. Donc, en partant, là, on ne s'est pas mis en bonne position. Là. Sinon, du côté des Hunters, Nicolas Morin qui poursuit sa bonne saison recrue aussi et Brian Lemieux qui ont été les deux marqueurs pour Saint-Prosper. Un but, une passe pour Alexandre Mathieu et Zachary Mercier-Buste du côté de Saint-Joseph. Toujours des matchs déchirants pour moi parce que c'est l'équipe où j'habite actuellement à Saint-Joseph face à l'équipe de Saint-Prosper dans la région où je suis plus né. Là, évidemment, Saint-Prosper, c'est pas mon village natal, mais c'est les aides-chemins. J'étais né à Saint-Zachary qui était à 10 minutes à côté, 10-15 minutes. Donc, c'est des matchs déchirants pour moi. Là, de quel côté je me range? C'est toujours déchirant ces rencontres-là. Et là, eux, la saison s'est terminée. Donc, c'est les séries maintenant là, à partir du prochain week-end. Et on joue contre les champions en titre, la formation de Lotte-Binière. Équipe qui a terminé au premier rang de toute la ligue avec 15 victoires, 4 défaites, 1 en bris d'égalité. Donc, ce ne sera pas un défi facile. Par contre, ce qui est quand même intéressant du côté des Hunters, c'est que malgré tout, on a joué 4 matchs contre eux et on a quand même réussi à gagner 2 des 4 matchs en saison régulière. Donc, c'est pas vrai que ça va être une balade dans le parc là, du côté de Lotte-Binière. Si on fait l'historique un petit peu rapidement, là, on avait commencé ça le 24 octobre. Ça avait mal débuté par contre. La défaite de 9-1, c'était quand même une grosse défaite là, du côté des Hunters. Après ça, on s'est ressaisi. Le 21 novembre dernier, on a gagné ça 3-1. Ensuite, on a perdu ça 3-2 le 19 décembre. Donc, un match serré aussi malgré la défaite. Et après ça, on a gagné ça 6-3 le 16 janvier. Donc, le dernier match entre les deux équipes, on l'avait remporté. Donc, comme j'ai mentionné, fiche de 2-2 pour les Hunters face aux champions en titre. Les 2 premiers matchs qui vont avoir lieu le 13 et 14 février. Donc, du côté du 13, on sera à Lotte-Binière. Et le lendemain, on reçoit Lotte-Binière du côté de Saint-Prosper. Et d'ailleurs, depuis leur arrivée dans la Ligue, du côté des Hunters en 2022-2023, on n'a pas réussi à passer la première ronde. Donc, on est toujours à la recherche d'une première victoire, là, une première ronde, en fait, de remporter du côté des Hunters. Et la tâche va être quand même difficile, là, même si on a quand même livré une bonne bataille tout au long de la saison contre cette équipe-là. Dans un 4-7, là, c'est dur de gagner 4 matchs, là, honnêtement. Là, surtout contre une puissance comme ça, comme la Binière. Il va falloir, disons, mettre les bottes de travail là, et travailler d'arrache-pied du côté de Saint-Prosper si on veut réussir à mettre la main sur cette série-là. Sinon, pour les autres séries, ça, j'ai hâte de voir. Parce que je parlais de la rivalité de la Beauce, là. Eh bien, on aura la rivalité de la Beauce en première ronde entre Sainte-Marie et Saint-Joseph. J'ai hâte de voir ces matchs-là, puis je pense que je vais essayer d'aller en voir un justement dans cette première ronde-là parce que ça risque d'être une série qui va faire des flamèches. Là.
série rivalité comme ça, dans un 4-7, rendu une match 3. Déjà qu'on s'aime pas vraiment à la base, là, on va se le dire. Là. Mais là, t'es rendu dans le match 2, match 3, la rivalité qui grimpe là, d'un cran. Je vais peut-être essayer de me pogner là, des billets pour un match 4 ou 5 là, pour voir un peu comment ça va évoluer, cette rivalité-là, entre les deux équipes. Sinon, on a Montmagny face à Saint-Charles aussi, là, qui devrait être une bonne série, et Saint-Damien face à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, voilà le portrait là, du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud. Donc, beaucoup de hockey régional à aller voir, du hockey local bien intéressant à aller voir. Là. Comme je vous ai dit, si vous avez une petite soirée de lousse, là, amenez la petite famille, amenez votre conjoint, peu importe. Allez voir ces équipes-là, allez les encourager. Et c'est toujours du bon hockey à se mettre sous la dent. Surtout qu'il y a des bonnes équipes en plus. C'est le Kraken qui va bien. Le Beauce du côté du Perfection Auto aussi qui va bien. Même Saint-Prosper, ça a été une saison plus difficile. Comme j'ai mentionné, ils sont capables de les battre en saison régulière. Donc, ils sont peut-être capables d'aller étirer cette série-là en 6 ou en 7. Là, au pire, si on réussit pas à remporter la série. Si on peut étirer ça quand même, là, une longue série entre les deux équipes, là, c'est très possible. Donc, allez encourager les équipes. Et la semaine prochaine, on va faire un portrait de tout ça, de ce qui s'est produit. Yes. Et là, Stéphane, mon monologue est enfin terminé pour toi. Tu vas pouvoir avoir plus la parole. Et là, on va s'embarquer du côté des Olympiques parce qu'évidemment, le tournoi qui est commencé du côté féminin. Et au moment où vous allez écouter le podcast, ça va être commencé aussi du côté masculin. On n'a pas le choix de parler des deux premiers matchs du côté des demoiselles là, qui ont joué 2 rencontres depuis le début du tournoi. Ça avait bien commencé contre la Tchéquie. Une belle petite victoire là, de 5-1. Ouais. On a quand même tiré 34 fois. On a seulement accordé 19 lancés. Tout allait bien. Mais là, qu'est-ce qui arrive? La meilleure joueuse du côté d'équipe Canada qui subit une blessure, Marie-Philippe Poulin, ne termine pas la rencontre. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'elle va être capable de jouer dès le lendemain contre les Américaines? Et la réponse est non. Elle n'était pas de l'alignement. Et le Canada qui s'est fait montrer une leçon de hockey carrément par les États-Unis. Là, une défaite de 5-0. Et j'ai vu ça, je pense que c'est RDS qui a publié ça, que c'était la première fois de l'histoire là, du tournoi olympique là, que le Canada se fait blanchir aux Jeux olympiques. Et c'est par les Américaines. Puis tu sais, Stéphane, c'est pas nécessairement la façon dont on a... c'est pas le score final, c'est pas le 5-0. C'est pas nécessairement le fait de perdre, mais c'est le fait qu'on s'est fait absolument démolir. Et il y a certains moments dans le match, c'était une vingtaine de tirs pour les Américaines contre 8 seulement pour les Canadiennes. Là, on s'est vraiment fait montrer une leçon de hockey. Et là, on se demande un peu, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui aurait pu causer cette défaite-là? Écoute, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais si vous pensez que c'est une erreur de parcours seulement là du côté du Canada, non. C'est une 7e victoire de suite pour les Américaines contre les Canadiennes. Donc, ça remonte plus loin que ça. La dernière victoire du côté du Canada, ça fait 1 an. Parmi tous les tournois qu'il y a eu là, à travers ça, que ce soit, que ce soit le championnat mondial, que ce soit ils font tout le temps une série rivalité entre les deux équipes aussi à chaque année. Ben, c'est 7 victoires consécutives du côté des Américaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est encore victime du côté du Canada qu'on stagne? Parce que, tu sais, on en a parlé là, du côté du championnat mondial junior. Encore une fois, c'était une déception du côté du Canada cette année, mais c'est pas la première fois qu'on est déçu dans les dernières années. Du côté des hommes, on n'est pas convaincus. On a une bonne formation, mais les gardiens de but, on est 0 sûr. Est-ce qu'on va encore faire patate aussi? Ben là, tout semble à croire que du côté des Canadiennes, le portrait global, ou plutôt le modèle actuellement, bas de l'aile aussi. Là. On n'a pas le choix de dire ça. Là. J'ai l'impression que notre corps est pas mal plus vieux du côté du Canada. Et là, c'est quand même assez jeune. Il faut dire que la LPHF aide beaucoup. Puis d'ailleurs, on voit dans le tournoi qu'il y a beaucoup plus de filles qui sont à la LPHF. Donc, ça rehausse aussi la chose. Mais c'est pas une ligue qui est là depuis longtemps. C'est pas non plus des filles qui jouent depuis longtemps. Donc, c'est pas mal plus facile pour les Américaines, je pense, avec le programme qu'ils ont déjà depuis très longtemps aux États-Unis avec le school, tout ce qui est école, tout ce qui est NCAA, de faire la différence versus les hommes que nous, au Canada, on est vraiment depuis vraiment 115 ans, là, 110 ans. Donc, je pense que la différence est là. Deuxième chose, l'équipe en général du côté des États-Unis est pas mal plus jeune, plus rapide. On voit que c'est une conception complètement différente. Puis, au Canada,
On se tient un petit peu sur les prouesses de Poulain, Stacy, la gardienne de but, même chose. On n'a pas vraiment d'espoir numéro 1, là, à part les plus vieux dans l'équipe. Donc, écoute, je vais t'arrêter avec parce que tu parles de relève, un peu d'espoir, tout ça. Il y a Pat Laprade qui couvre pas mal le hockey féminin ici au Québec là, et la Victoire, entre autres, qui a fait un tweet. Puis c'est quand même intéressant parce que ça démontre à quel point, comme tu as mentionné, je pense que le modèle aux États-Unis est en train de clencher solide celui du Canada. Parce qu'il a mentionné que 5 joueuses parmi l'équipe américaine, Murphy, Harvey, Edwards et Janicki Sims, vont être probablement des choix top 10 au prochain repêchage de la PWHL. Donc, on parle de la moitié des joueurs du top 10 vont être américaines. Et 4 parmi eux pourraient facilement être les 4 premiers choix de ce repêchage-là. Et une autre aussi, Dawn, qui, elle, pourrait être le premier choix au total de 2027. Après ça, tu en as 2 autres, Gilday et Wynn, qui ont été des choix de première ronde en 2025 et qui font très bien dans la PWHL. Et qu'il y en a 2 autres, en Eden et O'Brien, qui pourraient être des choix de top 10 en qui pourraient être des futurs choix en 2026, qui ont été laissés de côté, qui n'ont même pas fait cette équipe-là. Donc, ça prouve la profondeur qu'on a du côté des États-Unis au niveau talent. Puis au Canada, comme tu dis, on repose beaucoup sur les joueurs qui sont déjà... Écoute, on a des joueuses qui, on dirait, qui sont là depuis des siècles. Nathalie Spooner, on dirait que ça fait 8 Olympiques qu'elle fait depuis des temps. Que ce soit Sarah Nurse aussi, que ça fait un bout qui est là. Sophie Jacques, ça fait un bout qui est là. On a mentionné évidemment Marie-Philippe Poulain, Blair Turnbull. T'sais, on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de joueuses qui ont... Mais aujourd'hui, là, on ne le suivait pas du côté du Canada. Là. On s'est fait clencher au niveau vitesse, au niveau exécution. Et là, j'ai envie de revirer la médaille de bord. Peut-être essayer de trouver un peu de positif du côté de la formation féminine. Parce qu'on l'a mentionné, ce qu'on vante beaucoup, c'est l'expérience. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ont vécu de l'adversité dans les dernières années, dans les dernières périodes de Jeux olympiques et tout ça. Est-ce que c'est un atout qu'on a du côté du Canada qu'on va être capable de renverser la vapeur? Parce que là, oui, on a frappé un mur puis solide, mais on a les joueuses pour justement se dire, OK, c'est pas la première fois qu'on vit ça, on sait comment s'en sortir. Versus une jeune équipe comme les États-Unis que s'ils avaient à frapper un mur, peut-être plus tard dans le tournoi, qui saurait peut-être un petit peu moins comment composer avec la situation. Est-ce que ça peut être un avantage ou si ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on risque de revoir également si les 2 équipes doivent croiser le fer plus tard dans le tournoi, que ce soit dans les rondes éliminatoires. Là. De quel côté que tu te situes par rapport à ce que je viens de te mentionner? Ben écoute, c'est dur à dire là. Parce que la vitesse, ils vont pas être plus rapides le prochain match. C'est ça le problème. Moi, je pense que les Américaines ont vraiment une longueur d'avance. Puis d'ailleurs, d'avant le tournoi, moi, je pensais que les Américaines seraient premières. Non, parce que je pense que le Canada est aussi bonne. Mais je pense que, comme je te dis, je pense que la relève est pas assez forte. Je pense que les joueurs qui sont là sont pas assez fortes. Il va falloir vraiment aller dans un autre niveau au niveau du Canada, au niveau du recrutement féminin. Et les États-Unis ont une longueur d'avance, ça va être difficile, mais est-ce qu'ils vont être plus rapides? Avec Marie-Philippe Poulain, c'est sûr que si elle est en pleine forme, ça va être complètement différent. Là, tu vas mettre une personne supplémentaire qui va la regarder tout le long du match. Ça va libérer un petit peu, je pense, les autres joueuses. Mais ça reste qu'il faut vraiment qu'on soit plus performant du côté des autres joueuses. Puis tu sais, regarde les temps de jeu, là. Malheureusement, il y en a qui ne jouent pas dans cette équipe-là. Là. Cathy Tabin a joué 8 minutes, Jennifer Gardiner 6 minutes. À un moment donné, elle a eu 8 chiffres dans la game. Là, c'est un petit peu ça le problème, je pense, du côté du Canada. Il faut vraiment revoir le modèle. Si on est capable peut-être de changer les trios, voir comment on va le faire. Mais du côté des Américains, on a utilisé presque tout le monde, là, sauf Rory Gilday là, qui a joué 5 minutes, mais tout le reste a joué en haut de 10 minutes ou presque. Donc, je pense que c'est vraiment pas la même chose du côté des Américaines. Et, Aaron Frankel a vraiment bien gardé les buts, seulement 20 tirs contre elle, vous allez me dire, mais c'est quand même le fait qu'elle a fait la différence contre 33 du côté de Desbiens, qui s'est fait remplacer là, avec 8 minutes à faire en fin de la 3e période. Écoute, dossier à suivre, là, mais tu sais, je suis pas certain que le Canada t'as une Marie-Philippe Poulain, malheureusement, de battre cette équipe. Non, du tout, ça va être c'est sûr qu'un match peut. Tu sais, faut pas oublier aussi que le Canada a quand même eu 10 minutes de pénalité dans ce match-là.
contre 4 seulement du côté des Américaines. Donc, on a quand même été indisciplinés. Il suffit juste que le Canada, prochain match, si les deux équipes se croisent, on a une pénalité en début de match du côté des Américaines, on marque un but du côté du Canada, puis le match peut virer de bord. Mais présentement, on semble jamais avoir eu justement ce momentum-là du côté du Canada dans cette rencontre-là. J'ai l'impression que les pénalités ont un petit peu tué, parce que si je ne me trompe pas, c'est 2 ou 3 pénalités dès la première période, ce qui a un peu cassé le rythme là, du côté des Canadiennes, mais n'empêche que si les deux équipes se croisent, il va falloir qu'on soit opportuniste quand on va avoir des chances, parce que c'est un rouleau compresseur, les Américaines, actuellement, puis honnêtement, c'est... Puis ils ne relaxeront pas, eux autres, là, sont là pour gagner l'or et rien. Là. C'est un peu comme le Canada était malheureusement dans le junior ou présentement. On est là pour l'or ou rien. Et les Américaines sont vraiment là pour l'or. Puis comme tu dis, 7 victoires de suite contre les Canadiennes, donc on n'a vraiment pas à avoir peur du Canada du côté des Américaines. Donc honnêtement, c'est au Canada de se lever et d'être meilleur. Puis c'est aux Américaines de perdre leur propre médaille présentement, je pense. Et là, le Canada qui va jouer son dernier match là, contre la Finlande pour la phase préliminaire. Et là, justement, Pat Laprade qui a mentionné également sur les réseaux sociaux que si le Canada gagne contre la Finlande, dans le fond, le Canada aurait des chances de jouer. L'Allemagne serait l'adversaire le plus probable là, pour les quarts de finale. Mais ça, on va traverser le pont quand on va être rendu, parce que, écoute, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, peut-être qu'il pourra y avoir une surprise puis que la Finlande va surprendre le Canada. La Finlande n'est pas mauvaise non plus, là. On va souhaiter qu'on ne sera pas surpris, parce que ce soit une déception puis qu'on n'ait pas de médaille. Mais écoute, peut-être qu'on surréagit présentement, là, mais disons que c'était pas vraiment rassurant de ce qu'on a vu. Mais bon, match, comme j'ai dit, mentionné, évidemment, lorsque vous avez écouté le podcast, ça va être déjà disputé, et peut-être même que tout ça va être déjà chose du passé. On reviendra également la semaine prochaine là-dessus. Mais présentement, là, disons que ça n'a pas laissé un bon goût en bouche, ce match-là, entre les deux équipes, là. Alors que c'est un peu une finale avant la finale, là, mais on va souhaiter qu'on va avoir un match revanche pour le Canada et qu'on va avoir le dessus. Donc, le 12 février, match contre la Finlande, c'est la prochaine rencontre là, pour la formation canadienne. Du côté des hommes, Stéphane, c'est pas commencé au moment où on enregistre, mais quand même quelques nouvelles là, qui ont fait l'actualité. On va y aller avec en fait, on va y aller en ordre là, sur la. J'ai timeline là, en tête, là, mais j'ai pas le terme français, mais en ordre chronologique. Bon, c'est ça que je cherchais. Parce qu'on se parlait, je pense que c'était le dernier épisode ou l'autre d'avant, on jasait un peu des possibles remplaçants là, pour les blessures de Chiarelli et Point. Et bien là, ça a été décidé du côté du Canada. Donc, on a amené Seth Jarvis et Sam Bennett. On avait Sam Bennett, on en avait parlé. On mentionnait que c'était un candidat probable et c'est exactement ce qui s'est produit. Puis je pense que c'est un bel ajout, là, un gars qui va amener plus du papier sablé, mais qui est capable de marquer des buts aussi. Et Seth Jarvis, par exemple, on avait parlé de Shifley, on avait parlé de Connor Bedard, mais comment qu'on pouvait oublier Seth Jarvis dans le lot? Semble être un des favoris, parce que je pense qu'il avait joué aussi aux 4 Nations, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu penses de ces choix-là? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu aurais aimé voir un gars comme Shifley qui domine cette année, mais qu'on ne semble pas cogner à sa porte, malheureusement? J'aurais adoré, mais moi, je pense que c'est une erreur qu'on a faite du côté du Canada de ne pas l'amener. Rien contre les d'autres personnes, là, honnêtement, je pense que c'est des très bons joueurs. Je pense pas qu'on a un joueur qui ne mérite pas avoir la place là. Par contre, mais si vous me demandez si j'aurais pris un gars comme Shifley avant peut-être un Seth Jarvis, oui, 100%. 100%. Je pense que Shifley, malheureusement, qui est probablement sa dernière chance d'y aller, méritait. C'est un joueur qui est complet, robuste, capable de marquer des buts. C'est un bon fabricant de jeu. C'est un gars qui est bon pour une équipe. Puis je pense que c'est... Malheureusement, on a une image de lui qui est peut-être pas la bonne à Montréal avec toutes les phrases qu'il a faites, mais aussi dans un vestiaire. Et moi, je pense que pour les Jets, si Shifley serait pas là avec les Jets, ça serait une catastrophe, là. Donc, écoute, on va le voir. Si le Canada finit premier, on n'en parlera pas. Si on finit troisième, comme Renaud Lavoie pense, on va en parler. Si on finit deuxième, même chose. Mais écoute, on n'a pas le choix du côté du Canada de gagner ça. On a trop d'offensives, mais mon gros problème, c'est la défensive et les gardiens de but. Est-ce que Logan Thompson va être capable de garder les buts tout le long du tournoi? Je l'espère. Je pense pas que Bennington est la personne pour le faire. Et défensivement, moi, j'aime vraiment pas la défensive. Là. Je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur top 6 que ça, mais on a choisi de faire ça. Donc, je vais laisser vraiment les dirigeants le décider. Mais Parayko, je ne suis pas un grand vendu non plus. Ellie avait bien fait quand même au tournoi des 4 Nations.
Mais c'est pas le même style de jeu, je pense, là, ce qu'on va voir. Ben, mettons, je te pose la question, Stéphane. T'aurais aimé qui, mettons, à la place de ces défenseurs-là? Parce qu'il n'y en a pas une tonne non plus des défenseurs de qualité là, au Canada. Il n'y en a pas une tonne. T'sais, Evan Bouchard, oublie ça, t'as même pas ça là, t'as déjà Kyle McCarr. Ouais. Noah Dobson, tu le portes pas dans ton cœur non plus, donc je pense pas qu'il aurait fait ton top 6. Fait que, tu sais, il reste qui, honnêtement? Puis Thomas Chabot, ça n'est pas. Tu sais, c'est un autre qui. Tu sais, tu regardes ça, puis il y a peut-être moins de choix qu'on pense pour la ligne bleue du côté du Canada, honnêtement. Là. Ouais, je comprends, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on est vraiment. C'est notre pire position. Là, sur que les Américains, on a vraiment des très très bons défenseurs versus ce que nous on a. Là. C'est ce que je pense. Là. Même les Suédois, je pense qu'ils ont une meilleure défensive que la nôtre. Donc, non, je sais pas. Écoute, est-ce qu'un gars comme Schaefer a dû être là? Moi, je crois que oui. Même s'il est jeune, est-ce qu'un gars comme Chychrun aurait pu être là? Peut-être. Radish, je pense que c'est exceptionnel. Là. Je pense juste à qui est vraiment bon cette année. Là. Je pense que Radish est exceptionnel. Mais j'aurais peut-être plus opté vers un gars comme Schaefer et Chychrun, peut-être à la place de quelques-uns qu'on en a. Mais écoute, c'est pas la Mike fin. Madison l'aurait-tu amené? Mais Mike Madison pourrait être, honnêtement, tu prends-tu Mike Madison ou tu prends un gars comme Parayko? Ben là, c'est un droitier versus un gaucher, là, mais. Mettons qui est gaucher là, qui sont là. T'as T'as Harley, t'as Devin Taves. Mais Devin Taves, j'ai comme l'impression qu'on l'a amené pour. C'est tout le temps la Ben, même c'est chose. ça, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'on l'a amené pour ça, parce qu'il a fait une grosse saison, Taves. Là. Ouais, puis c'est probablement un de tes meilleurs joueurs défensifs qui va être dans l'équipe. Là. Ouais. Fait que je sais pas. Je pense que, tu sais, on n'aurait pas à en faire 12, peut-être pas 12, mettons 2 ou 3 équipes canadiennes au complet, là, mais. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu. Défensivement, ça me fait peur, honnêtement. Puis je pense pas qu'Evan Bouchard était la solution. Là. Vous oubliez ça. Là. C'est sûr qu'au niveau du lancer puis à l'avantage numérique, c'est un gars qui va t'amener pas mal plus de haut moulin que peut-être d'autres, mais tu as déjà, je pense, des défenseurs pour le faire. McCarr, c'est plus un all-around defenseman, là, mais. Si mais c'est quand même lui qui va être sur. C'est quand même lui qui va être sur ton premier avantage numérique. Ah oui, certain. Mais tu sais, quand tu prends Kyle McCarr, tu sais, puis là, tu as Morrissey qui est peut-être le deuxième défenseur offensif dans cette équipe-là. Je sais pas. J'ai hâte de voir, mais je trouve que défensivement, c'est un petit peu plus difficile du côté du Canada. Parce que je vais essayer d'aller chercher l'alignement pour voir qui on pour répondre à ta question. Mettons pour Mike Madison, on tasserait qui, mettons? Là? T'as peu. Non, ça, je l'aime pas la manière que c'est. Visuellement. Non, on fait ça en direct. Là. C'était pas prévu, là, mais on le fait ça. C'est du live, les boys. C'est du live. Non, ça, c'est au niveau junior. Parce que, tu sais, je fais la liste dans ma tête des équipes, là, pour voir qui aurait pu aller à la Ligue bleue. Puis je trouve que, tu sais, Owen Power, oublie ça, là, il est pas assez bon, honnêtement. Là. Il est pas assez élite. Non. Mais tu sais, tu regardes, là, OK. Ça, j'ai une liste de défenseurs ici. Travis Sanheim, l'aurais-tu emmené? Non. Bon, Evan Bouchard, on a dit non. Chychrun, ça se défend. Quand même une grosse saison quand même. Ça fait longtemps qu'il y a des bonnes saisons, là, on s'entend. Là. Mais là, j'essaie de trouver un. T'as un peu. Oh, t'as Sanheim, Devin Taves, Kyle McCarr. Il est là, Sanheim. Ok, je pensais qu'il y avait. C'est vrai, il est là. Thomas Harley, chez Theodore. Puis t'as Colton Parayko, puis t'as Drew Doughty. Donc ça, c'est tes 8 défenseurs que tu as amenés. Est-ce que là-dedans, tu peux remplacer un des joueurs par Schaefer? Je pense que oui. Je pense qu'un gars comme... Tu sais, je peux rien enlever à un gars comme chez Theodore, mais... Moi, je garderais Theodore, honnêtement. C'est un stud. Là, il est bon dans les deux côtés de la patinoire pour vrai. Là. Je sais même pas s'il va jouer tous les matchs chez Theodore. Là. Tu prends qui dans ton top 6? Là? Tu vas prendre... Moi, je pense plus que le 7e, ça va être Sanheim, là, honnêtement. Là. Puis le 8e, c'est qui? Ça va être. T'as peur. Alors, nomme-moi un défenseur. Doughty, Parayko, Morrissey, Theodore, Harley, Taves, puis Sanheim. Moi, je pense que. C'est ma prédiction. Là. Moi, je pense que tes défenseurs qui risquent de sauter des tours, ça va être Harley et Sanheim, honnêtement. Ah, peut-être. Ouais. En tout cas, moi, je pense que c'est plus chez Theodore qui va passer son tour. Moi, chez Theodore, tu regardes. Regardez ses stats. Là. Pas juste ses stats, mais mettons le portrait global. Si la page peut loader un jour. C'est un défenseur qui joue 25 minutes là, par match. Là, c'est sûr. C'est sûr. Il joue beaucoup de hockey. Là.
C'est tous des studs, ils seraient pas là pour rien. Je m'attends pas. Moi, le joueur que je m'explique le moins bien, puis je le sais, la réputation, je le sais qu'il a déjà été à plusieurs Jeux olympiques, mais Drew Doughty, c'est pas une grosse saison présentement. Non, c'est drôle. D'accord avec toi. Moi, j'aurais pris un autre joueur. Il est là parce que pour l'expérience, justement. C'est un peu comme c'est pas le doyen, mais pas loin, là, mais tu sais. Ah, c'est le doyen. 97, pas 97, mais je veux dire, Drew Doughty 89. C'est Nick Crosby à 87, puis c'est lui après. Là. Puis tu sais, c'est correct. Je pense que c'est un gars aux 4 nations qui a quand même fait la job, mais j'aurais mieux aimé voir peut-être un Schaefer là-dedans pour montrer le futur, même s'il aurait peut-être pas joué tous les matchs. Il aurait pu jouer contre l'Italie, il aurait pu jouer contre des équipes qui sont moins bonnes, peut-être. Je sais pas. J'ai l'impression que défensivement, c'est comme mi figue, mi raisin. Il n'y a comme pas de punch. Tu sais, Parayko, je l'haïs pas, mais c'est pas un défenseur, pour moi, étoile à Ligue nationale. Mais encore là, ça revient à ce que je te dis. Je pense que c'est une question qu'il n'y avait pas d'autres options. Je pense que le fait que la blessure de Pietrangelo a changé bien des choses, que d'après moi, il aurait pris le spot de Parayko. Puis ça aurait fait une autre paire, justement, mettons Theodore, Pietrangelo, 2 joueurs qui jouent déjà ensemble à Vegas, qui se connaissent. Tu sais, je pense qu'on mise beaucoup sur la chimie aussi. C'est avec t'aurais Theodore, pas Theodore, mais t'avais Taves puis Makar. Puis là, t'aurais eu Theodore puis Pietrangelo, qui les deux se connaissent bien aussi. Mais cette blessure-là est venue un peu parce que, tu sais, à droite, t'as rien. Tu sais, comme j'ai dit, t'as Noah Dobson, mais tu sais, ça vient avec ses pour et ses contre. Est-ce que tu serais prêt à vivre avec ses contre? Il y en a que oui, il y en a que non. Puis, je repense à droite, il n'y a rien. Là. Ça va falloir que tu mettes des gauchers à droite, t'auras pas le choix. Là. Ouais, t'as raison. Mais écoute, ça un peu, ça dénonce un peu ce qu'on dit depuis certains moments, que la relève / le modèle au Canada versus le reste aux États-Unis qu'on est en train de prendre. Hey, tu regardes la formation des États-Unis, oui, on fait des décisions discutables, on va en reparler un peu tantôt. Ouais. Mais tu parlais de gardien de but, tu parlais de défensive, eux autres, ils l'ont. Là. Eux, ils ont, ils ont vraiment une très bonne défensive et des très bons gardiens de but. On va reste à voir maintenant si l'attaque pourra suivre, parce que je pense qu'à l'attaque, on a quand même encore un edge là, sur les États-Unis. Ouais. Mais c'est possiblement la seule place qu'on a cet avantage-là. Puis est-ce que ça sera suffisant? Bon, on aura la réponse là, dans le cadre du tournoi. Sinon, pour closer pour le Canada, en fait, il y a deux choses que je veux qu'on discute aussi du Canada. Vite, du côté des capitaines, sans surprise, c'est Nick Crosby qui le sait. McDavid puis Makar là, qui ont le A. Moi, vois-tu, c'est mineur, là, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Là. Mais j'aurais peut-être plus donné un A à McKinnon qu'à McDavid. Mais ça, c'est opinion personnelle. Là. Le hate à McDavid. Mais c'est pas un hate. J'aime beaucoup McDavid. J'aime beaucoup McDavid, mais il y en a un qui a lié une équipe à une Coupe Stanley, puis l'autre qui a échoué lamentablement à quelques reprises. C'est un sport d'équipe, c'est pas de sa faute à McKinnon. Mais je trouve que McDavid non plus. S'il y a eu, je veux dire, aussi grassement que ça, mais s'il y a eu des jambons en arrière défensivement, c'est pas de sa faute non plus. Là. Non, mais je trouve quand même que McKinnon a plus la graine de leader que McDavid. Avec qu'est-ce qu'on entend circuler. Moi, je trouve que McKinnon est pas mal plus boober, les grosses babounes chialeux que McDavid. McDavid va prendre plus les. Moi, je trouve que McDavid va répondre plus à la glace, McKinnon va plus chialer. Je le vois de même. Mais McKinnon a gagné. Sinon, autre nouvelle. Puis non seulement il a gagné, mais il a dominé en série, McKinnon, honnêtement. Là. La conquête de l'Avalanche. C'est des joueurs exceptionnels. J'espère qu'il va dominer, là, mais tu sais. Moi, je peux te dire ça. Il y a des joueurs qui ne méritent pas d'avoir gagné Sonic qui l'ont gagné aussi, puis c'était pas des leaders. Je veux dire. Mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais comme je l'ai dit, c'est mineur. Honnêtement, c'est juste une préférence personnelle de mon côté. Mais il y en a un qu'on va pouvoir plus mentionner de façon pas grasse, mais disons que les deux, on est tombé sur le derrière qu'on a vu ça. Mais on va juste finir avec le dossier du Canada. Parce qu'il y a une autre nouvelle aussi du Canada qu'on a entendue. Alors que, évidemment, pour ceux qui sont sur une autre planète et qui ne connaissent pas le déroulement des Jeux olympiques, mais c'est comme un village olympique que tous les athlètes sont là. Mais là, le Canada, eux, ils veulent tellement se concentrer sur la médaille d'or, Stéphane, qu'ils ont décidé que non, nous autres, on ne reste pas dans le village olympique, on lève les feuilles vers un hôtel plus loin pour qu'on ait la sainte paix, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur le tournoi puisqu'on veut mettre les chances de notre côté. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Bon, évidemment,
ça prend pas grand-chose sur la toile pour faire réagir. Il y en a qui pensent que c'est des qui regardent le monde de haut. Ah non, on n'est pas assez petit peuple pour aller au village olympique. D'autres, on est des kingpins puis on s'en va plus loin. D'autres sont d'accord avec le fait que c'est bon, c'est good. Ils prennent ça au sérieux, ils font ça. Ils s'en vont pas en retraite fermée, mais pas loin. Là, on s'isole du reste, on se concentre, on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. T'en penses quoi, toi, Stéphane? Est-ce que c'est un geste qui dénonce le fait qu'on est un peu des snobs ou si t'es d'accord avec le fait qu'on laisse faire les distractions? Des fois, on sait ce qui se passe dans les villages olympiques. Là, c'est pas tout le temps. Disons qu'il y a pas mal de parties qui poignent là-bas des fois. Exactement. Donc, on veut pas se mêler là-dedans. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Écoute, sage décision, tu vas me dire oui. Le Canadien de Montréal aurait fait ça avant les finales de la Coupe Stanley, puis tout le monde aurait dit bravo, bravo, bravo. Donc, écoute, moi, je pense que c'est une bonne décision. Je pense que c'est pas de prendre le fil de haut. Je pense qu'on est conscient au niveau de John Cooper et l'organisation qui s'occupe du recrutement, là, tu sais, tous les gars qui sont là, que ça va pas super bien pour le Canada depuis quelques temps, dans peu importe les tournois internationaux. On veut prendre ça au sérieux. Je pense que les joueurs vont aimer ça aussi. Et je pense qu'on va avoir vraiment ce temps au niveau du Canada de faire le party avec la fin des 3 derniers jours qui va rester, mais que la médaille d'or soit donnée. Donc, écoute, moi, je pense que c'est une belle affaire. Je pense que c'est une belle attention. On veut vraiment focusser sur qu'est-ce qu'on devrait focusser. Et, tu sais, si je suis un gars... tu sais, Sidney Crosby a gagné plus de choses que tout le monde dans cette équipe-là. Il y en a plein qui méritent d'avoir des médailles d'or puis qui n'auront peut-être jamais de Coupe Stanley, McDavid. J'espère que non, mais ça reste que des joueurs comme ça qui vont prioriser le hockey présentement. Puis en même temps, c'est une maudite bonne affaire pour eux autres. Ça démontre, moi, je pense, la dédication. Je pourrais m'en dire en français, mais ça démontre la volonté du Canada de vouloir absolument mettre toutes les chances de leur côté versus peut-être d'autres fois où on a pris ça cool puis qu'on pensait gagner facilement puis qu'on s'est fait avoir finalement. Non, honnêtement, je suis totalement d'accord. Là. Je pense que les gens qui disent que c'est du snobisme puis tout ça, il faut juste chercher des poux pour absolument rien. Là. Je veux dire, tu sais, je pense que tu as mentionné le mot pression puis le fait que ça va pas super bien. Là. Je pense que du côté du Canada, comme tu l'as mentionné, on veut pas échapper la balle là-dessus. Là. Surtout qu'en plus, s'il fallait que du côté des femmes, on réussisse pas à un peu là, rétablir tout ça puis aller chercher la médaille d'or, si on échoue à ce niveau-là, du côté des hommes, on veut pas rater notre occasion non plus. On veut pas qu'on devienne justement, c'est bien. Regarde, on l'a vu, là, le Canada s'est encore écroulé. Là. Ouais. Ça va pas de la chenoute, le hockey au Canada. Là, on est en déclin et tout ça. Je pense que quand même, c'est pas juste la médaille d'or l'enjeu. Je pense que c'est plus fort que ça. C'est vraiment la suprématie au niveau du hockey international. On veut vraiment que le hockey reste le sport canadien, qu'on soit les champions à ce niveau-là. Puis c'est correct, c'est Canada. Tu sais, il y en a qui voient ça comme de la luxure, que c'est ça, ils sont pas capables de vivre dans une place où il y a juste un lit simple, puis il faut qu'ils aillent dormir dans un lit double, il faut qu'ils aillent dans des hôtels luxueux pour qu'ils soient bien. M'entorche, honnêtement, j'ai déjà le dire comme ça, là. Si ça prend ça pour qu'ils performent, écoute, prenez-vous un lit king, triple king, quadruple king, je m'en fous. Manger du caviar s'il faut, manger des fondus, manger des affaires le plus chères possible, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le résultat sur la glace. Puis, garde, sais-tu quoi? Ils prennent les moyens pour le faire. Puis, on va espérer, par exemple, que les résultats, on va les voir sur la patinoire parce que ce ne sera pas de balade dans le parc. Là. Ça, écoute, peut-être un premier match, là, on affronte des moins bons clubs. Là. Mais quand on va voir les États-Unis, quand on va voir même la Suède, ça va être coriace aussi. Là, ça ne sera pas, même si on est blessés. J'ai mis deuxième pour la Suède. Ça va être puis même la Finlande, même la Tchéquie. On l'a vu, la Tchéquie, là, au niveau junior. C'est pas un club le fun. Ben, j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Ça sera pas plus le fun non plus au niveau des hommes. Ils ont quand même des bons joueurs, des Pasternak de ce monde, entre autres, là, mais ils ont vraiment des bons joueurs qui vont compliquer un peu la tâche du côté du Canada. On va souhaiter que le Canada qui vont réussir à nous sortir un beau petit tournoi et surtout avec la médaille d'or au cou, là. À la fin de tout ça. Et là, Stéphane, l'éléphant dans la pièce, il faut en parler. Et ça, pour vrai, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis assuré que le compte qui a publié cette nouvelle-là était véridique, était fiable, parce que j'en revenais tout simplement pas. Les États-Unis, qui ont nommé Auston Matthews le capitaine
la formation américaine. Avec tout ce qu'on voit du côté de Toronto, à quel point il a l'air d'avoir zéro leadership là-bas. T'en as un, là, un joueur qui est vétéran, qui est capitaine de son équipe depuis des lunes, qui est monsieur américain. Il a participé à tous les tournois possibles du côté des États-Unis. Il est dans ta cour en plus, Stéphane. Dylan Larkin, qui regarde ça, 100%. qui n'a pas le C sur son chandail. Pour moi, c'est une honte du côté des États-Unis qu'on ait choisi Austin. Puis tu sais, je veux pas bâcher sur le joueur parce qu'écoute, c'est pas évident, il va là à Toronto puis tout ça, puis c'est peut-être pas le genre de joueur qui peut dealer avec ce genre de marché-là, je peux comprendre. Mais tu vois ça aller justement, tu vois que ça va tout croche à Toronto, puis c'est lui le capitaine de cette équipe-là qui va tout croche à Toronto. Puis tu te dis, sais-tu quoi? On va lui donner le C. Moi, pour vrai, ça me rentre pas dans la tête. Pour vrai, je sais pas comment on peut arriver à cette conclusion-là. Puis à la limite, si tu ne nommes pas Dylan Larkin, mets-le au moins assistant capitaine. Puis à la limite, si tu ne mets pas assistant capitaine, mets au moins Charlie McAvoy comme capitaine. Si t'en as un aussi qui prend les Américains pas pour du cash puis qui se bat, écoute, puis c'est quoi de le dire, là, lui, c'est un fier Américain, c'est Charlie McAvoy. Donc, tu sais, oui, il est assistant, bien content pour lui. Le troisième, là, on va le nommer, c'est Matthew Tkachuk. Donc, c'est bien correct, mais c'est pas passer les Red Wings, mais je suis tellement d'accord avec toi. Dylan Larkin, qui est oublié dans les lettres, pour moi, ça démontre exactement comment que l'organisation américaine a été faite, comment que Bill Guérin fonctionne. Ça fait zéro sens. Je peux pas croire, là, tu sais. Bill Zito, c'est le seul là-dedans que je vois peut-être avec Tom Fitzgerald que je vais respecter dans les 5 DG, là, parce que Chris Drury et Stan Bowman, présentement, c'est pas la grosse affaire, mais je comprends pas, honnêtement. Si t'en avais un qui était monsieur américain, c'était vraiment Dylan Larkin. On l'a même pas pensé, même pas effleuré de donner un C. Et quand tu vois les déboires des Maple Leafs présentement, tu fais juste te dire, qu'est-ce que c'est ça? Comment que ce gars-là fait encore aujourd'hui pour rapporter autant de positivisme alentour de lui, là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est sûrement sa calvitie qui fait peur au monde. Écoute, moi j'en reviens pas cette nomination-là. J'aurais pris Matthew Tkachuk avant, puis Matthew Tkachuk, je l'aurais pas mis capitaine. Honnêtement, j'ai aucune idée pourquoi que c'est ce joueur-là encore. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut t'apporter comme capitaine. Puis honnêtement, tant mieux pour le Canada, parce que ça peut vraiment déstabiliser les Américains. Tant mieux pour les Canadiens, puis peut-être les Suédois. Mais dans les autres pays, honnêtement, on va nommer les capitaines, Max, si tu veux, là, mais c'était évident que c'était les capitaines dans chaque nation. Mais les Américains aiment encore ça, faire ça différemment. Donc, écoute, félicitations à Austin Matthews. J'espère pour toi que t'es prêt. C'est pas compliqué. La seule raison, pas la seule raison, je veux dire, eux, ils doivent avoir leur motif, mais je regarde ça. C'est lui qui était le capitaine au tournoi des 4 nations. Il faut qu'ils se sont dit, on va le nommer capitaine encore. Ah, puis il a tellement fait la continuité. Je le sais, mais moi, c'est la seule raisonnement qui est pas logique, mais qui tient la route, puis je te mets des gros guillemets, comme tu peux voir. Là. Pensez-vous que les gens veulent se battre pour Austin Matthews? Qu'est-ce que c'est ça? Non, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Je suis d'accord à 100%. D'accord, mais comment tu peux, en tant qu'organisation, dans un tournoi de dizaines de jours, penser que le monde va se battre pour Austin Matthews? Le monde va se battre pour Sidney Crosby, il a 38 ans, puis c'est le gars le plus décoré au Canada depuis les 20 dernières années. Ils vont tout faire pour se battre pour lui, là. Tu comprends-tu? Les Suédois, on a mis qui? Je pense que c'est Edmund. Ça serait logique. Ou Landeskog ou un des deux. Un des deux, c'est la même chose. Ils vont se battre pour ces joueurs-là parce que c'est probablement les dernières Olympiques ou peu importe. Donc, tu sais, fait mais je comprends pas. Qui va se battre pour que Austin Matthews... Qui va se battre pour le capitaine Austin Matthews? Dans ma tête, ça marche pas. Ça fait comme un déclic puis il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je comprends pas. C'est Landeskog, capitaine du côté parfait, donc, des Suédois, mais c'est un des joueurs les plus respectés aussi. C'est un gars qui est à la guerre. Il est capitaine depuis que 20 ans là, du côté de Colorado. Là. C'est pas plus jeune à avoir de ça. On va aller voir la Finlande maintenant. C'est qui? On va faire le tour. Michael Granlund. Bon, c'est un vétéran. Un gars un des très bons Finlandais qu'il y a eu dans la nationale. Ça se défend. Ça se défend aussi, effectivement. Mais pour vrai, je comprends pas. C'est vraiment, en tout cas. Tant mieux pour eux autres. La phrase clé que tu as dit dans tout ça, c'est qui va aller à la guerre pour un gars comme Austin Matthews, qui lui-même, dans les moments importants,
c'est pas le gars qui est le plus fiable, malheureusement. Tu regardes en série, il va faire des points. Je dis pas, oui, tu vas aller voir le hockey DB, là, c'est bon, il a sa part de points, puis tout ça. Fait que, il n'est pas si mauvais que ça en série. Mais regardez-le jouer en série, il s'implique pas. Non. C'est pas le gars, comme je te dis, qui va aller encaisser la grosse mise en échec pour faire un jeu. Bloquer des tirs, ça sera pas le gars qui va se garrocher tête première devant un tir. Je te dis pas que c'est brillant de faire ça, mais quand je te dis aller à la guerre, même ton capitaine, c'est pas le gars qui va y aller à la guerre, justement. Moi, c'est ça qui fait aucun sens à mes yeux. Puis, ça s'ajoute. Puis, je peux comprendre, OK? Que tu ignores les Hudson, OK, fine. Je l'ai dit, puis je l'ai encore dit aujourd'hui sur un post, tu peux pas avoir Lane Hudson puis Quinn Hughes sur une même équipe. C'est un ou l'autre parce que c'est exactement le même profil. Puis malheureusement, des petits défenseurs comme ça, c'est surtout avec une mentalité du côté des Américains qu'on veut être gros, qu'on veut jouer physique. Ça ne fit pas. T'en choisis un des deux, tu as choisi Hughes parce qu'il est plus vieux, il a plus d'expérience, peu importe, c'est correct. Je suis capable de vivre avec ça. Tu ignores Caulfield. OK, je veux dire, tu regardes l'attaque du côté des États-Unis, c'est vrai qu'il est quand même bien nanti. Il y aurait peut-être une place pour Caulfield, mais tu me dis qu'il n'y a pas de place pour lui. Je peux quand même comprendre. C'est débattable. Est-ce que je suis d'accord? Peut-être pas nécessairement, mais je vais te dire, ça fait quand même du sens ce que tu dis. Ah ouais, 100%. Mais cette décision-là, moi, il n'y a personne qui va se présenter en avant de moi ou qui va m'appeler, qui va me texter, qui va m'envoyer un courriel avec un argumentaire de 8 pages pour me dire qu'Austin Matthews doit être le capitaine des États-Unis. Il n'y en a pas un qui va réussir à me faire changer d'idée, Stéphane. Aucun. Je veux dire, tu n'auras pas essayé. Puis tu le vois sur les réseaux sociaux, il n'y a personne non plus là, qui comprend cette décision-là. Et puis pour vrai, j'ai pas vu un commentaire positif par rapport à ça. Ça en dit long, là. Ça en dit vraiment long. Il n'y en a pas. Puis tu sais, quelqu'un de conscient va automatiquement te dire ça fait pas de sens, tu comprends? Donc, tu sais, j'ai su que ça pourquoi ça va vous comprendre. Tu vas même texter défendre Matthews comme capitaine. Il y a personne qui va me texter ou m'appeler et me dire de défendre Matthews. Et juste pour dire, je viens de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on est parti à rire. Donc, non, écoute, ça fait. OK, honnêtement, si les Américains gagnent, tant mieux. On va peut-être faire avec nos paroles, mais je pense pas que Matthews. Je pense pas que Matthews est un facteur, je pense que c'est la chose qu'il faut qu'il arrive pour justement tout désamorcer ça. Il faut que les États-Unis gagnent le tournoi. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que sinon, il va y avoir bien des choses qui vont être pointées du doigt. Puis ça, je pense que ça va être une première chose qui va être pointée du doigt. Puis tu sais, tu regardes en plus Matthews. Il a été nommé capitaine au tournoi des 4 Nations. Là. Il n'a même pas scoré dans ce tournoi-là. Non, je te dis. Il a fait que 3 passes en 3 matchs, mais il n'a pas scoré. Puis ton atout premier du côté de Matthews, c'est de marquer des buts. Il n'en marque plus de buts. Il y en a 26 cette année en 51 matchs. Il y a 2 ans, il a scoré 69. On n'est plus là. On n'est plus là pantoute, là. Je comprends pas. Puis tu sais, je comprends pas. Comme tu as dit, c'est tant mieux pour nous autres. Je veux dire, c'est tant mieux qu'à Bisbee pogne là-dessus, que sur les réseaux sociaux, puis que ça devienne une distraction, puis que c'est sûr qu'eux, rendus là-bas, ils ne doivent pas regarder les réseaux sociaux, mais je sais quoi. On verra bien. Peut-être, comme tu dis, il va nous faire ravaler les paroles, puis il va finir avec 10 buts dans le tournoi, puis j'y souhaite quasiment pour qu'il sorte de cette misère-là, mais en même temps, on aime ça, attirer les regards et les Kodak et la lumière. Avec des décisions un peu. Dans le tabarouette. Mais bon, c'est-tu quoi, Stéphane? On a beau justement critiquer tout ça, mais ils ont le club pour gagner les États-Unis. C'est bien ça le prix. Ah, sacrifice, oui. Ah oui, vraiment. C'est vraiment. Ils ont probablement la meilleure défensive. Les meilleurs gardiens de but, ça va être une équipe qui va être extrêmement difficile à jouer contre pour vrai. Ça va vraiment être difficile. Puis, je ne serais pas étonné que les Américains se rendent loin. Il va rester à voir si le groupe de leadership va le faire. Il va rester à voir comment le groupe de leadership du Canada va faire aussi. Je pense qu'il y a un gars comme McDavid qui a fait la différence aux 4 Nations avec le but gagnant. Crosby qui a fait la différence à Vancouver avec le Golden Goal. On s'en souvient. Je pense que Celebrity va vouloir faire. Je pense que Celebrity peut finir facilement avec un tournoi incroyable aussi. McKinnon ne devra pas non plus passer inaperçu. Donc, tu sais, puis même un gars, puis je vais le nommer en riant, là, mais Tom Wilson ne voudra pas être un passager non plus. Il pense qu'il sait sa chance d'être là, c'est quoi. Je pense que lui veut prouver au reste du monde qu'il n'est pas là pour rien. Brad Marchand, c'est un gars qui finit. Donc, tu sais, offensivement, le Canada va être vraiment difficile à jouer contre. Il reste à savoir si défensivement,
Là, ça sort défensivement, ça reste. On va tenir le coup. Là. Ouais, sinon, juste pour terminer, là, dernière nouvelle là, qui touche les Jeux Olympiques, on va aller du côté de la Suède alors qu'on a nommé nos remplaçants. Et d'ailleurs, William Nylander qui est un cas incertain pour le premier match, donc déjà là en partant, ça part déjà pas très bien pour les Suédois. Mais là, on avait perdu également Leo Carlson avant les Olympiques là, qui s'était blessé. Même chose pour Jonas Brodin. Et c'est Marcus Johansson et Hampus Lindholm qui vont les remplacer. On baisse une petite coche. Surtout du côté de Johansson qui remplace Carlson. On parle d'un gars qui a fait une trentaine de points versus Carlson, qui a 1 point par match là, avec les Ducks, qui est plus jeune, plus fougueux aussi. Défensivement, par contre, le Brodin pour Lindholm, c'est quand même 25 sous pour une pièce, 4,25 sous pour une pièce. Mais on perd quand même un petit peu de punch offensif là, du côté de la Suède. Là, même s'ils n'en manqueront pas. Là, mais j'aurais vraiment aimé ça voir Carlson dans l'alignement au lieu de Johansson. Ouais, je suis d'accord. D'accord avec toi. Très d'accord avec toi. Je ne débattrai pas longtemps là-dessus, mais je suis d'accord avec toi. Surtout que Carlson, il s'en vient vieux, là. Il y en a moins qu'il n'avait. Johansson, je veux dire. Ouais, Johansson, excuse. Carlson, il a 21 ans, il est tous sont vieux. En tout cas, si tu dis qu'une personne de 21 ans est vieille. Ah non, c'est ça, excuse. Je me suis trompé. Nous, on est rendu des personnes préhistoriques rendues là. Bon, on est pas mal ça. C'est pas fin, ça. Sinon, Steph, c'est ce qui met fin au podcast. Je te dis une petite attention, Max, il reste 2 petites minutes. L'Organisation du Canada, on n'a pas beaucoup de Québécois, évidemment, qui sont là, mais je veux en cibler un. Elliott Mondo, qu'on connaît peut-être pas. C'est un gars des Estacades qui a joué là, en 16-17 Espoir. C'est un gars qui a fait son RSEQ Junior 1, a fait le Junior Espoir. Il a été engagé par les Cataractes de Shawinigan en 2016-2017 comme entraîneur vidéo, là, coach vidéo, comme on dit en anglais. Là. Et il est là présentement aux Olympiques comme gars qui va s'occuper justement de tout ce qui est vidéo. Puis je pense que c'est une belle attention. Tu sais, oui, Julien Brisebois, on sait, directeur général du Lightning Tampa Bay, mais pour Elliott Mondo, c'est quand même une belle expérience pour lui d'être là-bas à Milan. C'est vraiment important. Puis, tu sais, il faut se le dire, il est engagé par les Blues en 2022-2023 et est là depuis ce temps-là. Donc, félicitations à Elliott. C'est un petit gars de la Mauricie, c'est un petit gars de Shawinigan que personne parle. C'est ça un peu, malheureusement, ce qui se passe qu'on est un peu en coulisses. Mais je voulais l'annoncer, surtout avec ce podcast-là. On parle beaucoup des Québécois. Je pense qu'on est fiers un peu de notre nation. Ici, c'est difficile, on le sait depuis quelques années, mais quand on a des bonnes personnes qui y vont, il faut le dire. Et c'est un gars de mon patelin. Évidemment, je ne le connais pas, Elliott. Je parle un peu de façon comme ça, mais de voir qu'un petit gars de Trois-Rivières réussit à faire ces choses pour monter dans les organisations. Il a été engagé par les Blues de Saint-Louis, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, félicitations, Elliott. Amuse-toi bien là-bas. Représente un petit peu notre nation aussi avec M. Brisebois et félicitations encore. Oui, on va souhaiter qu'il va passer un beau tournoi là-bas puis qu'il va couper les bonnes séquences pour permettre au Canada d'aller chercher l'or. Parce que c'est un travail qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est un travail qui est très important de pouvoir préparer ces matchs-là. Mais non, on va souhaiter la meilleure des chances à Elliott. Et sinon, nous, Stéphane, c'est ce qui conclut le podcast. Encore une fois, merci beaucoup de votre support et de votre écoute. Si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube des Chumans Télé, eh bien faites-le dès maintenant pour revoir les autres épisodes précédents. Et on vous souhaite bien évidemment un bon tournoi olympique et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous tous et on se dit à la semaine prochaine. À plus. Salut tout le monde.